Bonjour, moi je suis compa à Toulouse. Et en fait, je suis pas trop d'accord avec Monsieur Chérizé, je sais pas trop comment on dit votre nom, quand vous dites que tous les jours on allume la télé et on voit des informations tristes qui peuvent nous désespérer. Mais moi je pense que c'est plutôt de voir que le monde va mal qui motive à agir et qui motive à se dire que justement là tout le monde a quelque chose à faire. Et après, vous avez beaucoup parlé de spiritualité. Mais moi, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux, entre guillemets, en temps de crise, parler d'idéologie, et parce que là, il y a peut-être un système pas entièrement à remettre en question, mais il y a beaucoup de points sur lesquels vous avez semblé ne pas être d'accord, et peut-être que l'idéologie serait plus forte pour convaincre plus de gens à remettre en cause beaucoup de choses de notre système actuel, plus que la spiritualité qui est plus des croyances et plus personnelle. Alors quand même, pour reprendre un peu le fil des questions, il me semble qu'il n'y avait pas que vous avez répondu idéologie, spiritualité, mais il y avait aussi une deuxième partie dans la question qui était de dire, finalement, il n'y a pas que les bonnes nouvelles qui forcent à agir, peut-être qu'aussi que la révolte, qui est un moteur quand même, devant les injustices, devant des catastrophes, provoque aussi l'urgence d'agir. Je prends quand même quelque chose que tout le monde a constaté en France. C'est vrai que personne... Bon, il y a des négationnistes de tout, on le sait bien douloureusement ces derniers temps. Il y a également des négationnismes du changement climatique, mais il y en a beaucoup moins depuis la canicule en France de 2003. Donc quelque part, c'est vrai. Enfin, je voulais vous demander votre sentiment. Est-ce que, il y a aussi des nouvelles qui sont effectivement mauvaises, mais qui donnent aussi envie d'agir. Alors, votre sentiment? Alors, j'ai envie de répondre là-dessus par rapport à Reporters d'Espoir. Quand on était en Chine et qu'on expliquait qu'on faisait un tour du monde comme ça, des hommes et femmes qui ouvrent des grandes réponses par leur engagement individuel, parce qu'il y a trop d'infos dramatiques qui nous montrent le côté très négatif et qui nous donnent le sentiment qu'on ne peut rien faire. Nos interlocuteurs chinois nous ont regardés et nous ont dit « Ah non, nous à la télévision, il n'y a que des bonnes nouvelles. » Et ça a mis en perspective l'idéologie de la bonne nouvelle. Et il ne faut pas se tromper. L'idéologie de la bonne nouvelle, c'est toutes les dictatures qui l'ont mis en avant, pour montrer qu'à partir du moment où ils arrivent au pouvoir, tout va bien. Il ne s'agit surtout pas de ça. Il s'agit de la liberté humaine. Et la liberté humaine, c'est ce qu'en économie, on appelle le couple menace-opportunité. Et la grandeur de l'homme, c'est sa capacité, face à la menace, à ouvrir à la dignité, à ouvrir à la relation, à ouvrir à la création, à ouvrir à la vie. Et à Reporters d'Espoir, on est convaincu qu'une société de l'information démocratique, c'est une société qui va alerter sur les drames, parce que derrière les drames, il y a des gens qui souffrent, et en ça, vous avez 100 fois raison. Il ne faut surtout pas occulter les drames, c'est la première responsabilité, la première dignité du métier de journaliste, mais il ne faut pas non plus se limiter aux drames. Il est essentiel de voir qu'un Laxman, un Pizit, un Rodrigo qui a permis à 600 000 gamins dans les bidonvilles par des classes d'informatique d'avoir accès à l'information, au savoir et au boulot, ce sont des gens dont l'action est bien plus puissante et événementielle que celui qui met une bombe et qui fait exploser la bombe aux 20h, ou qui a un peu plus d'intérêt, comme le disait je ne sais plus qui, que l'info de dire mais finalement on nous parle tous les soirs de tous les procès en cours et on nous les passe en boucle le lendemain et le surlendemain. Et on fait ça pour des raisons de business, parce que vous savez, l'être humain a une part de son cerveau qui est reptilien. Et le cerveau reptilien, il fonctionne de manière extrêmement simple, c'est qu'il se met en alerte par rapport à la peur. Et du coup, comme il se met en alerte par rapport à la peur, eh bien, il se branche, il se met une perfusion sur l'info-peur pour le lendemain savoir s'il est encore en danger. Et du coup, comme ça, artificiellement, les médias gardent leur audimat élevé et vendent leurs pages de pub plus chères. Ne soyons pas complices de ce système de business et ayons l'exigence d'avoir des systèmes, des médias qui nous alertent sur les problèmes pour engager notre capacité d'action. Alors, un tout dernier mot de Jean-Marie Pelt, qui, je précise, n'a pas peur. Non, écoutez, chers amis, la question qui revient toujours à la suite de rencontres comme celle-ci, c'est alors est-ce que vous êtes optimiste ? Parce que d'habitude, on décline plus qu'on ne l'a fait ce matin, le réchauffement, les problèmes de la biodiversité, est-ce que le portable est dangereux, les OGM, etc. Mais quand tout ça c'est fini, alors on dit, mais alors est-ce qu'on peut encore être optimiste ? Alors là, la réponse, je la fais en deux temps.
Le premier temps, c'est que derrière tout le spectacle qui nous est offert jour après jour de la crise et de tout ce qui va mal, il y a un travail gigantesque et souterrain qui se fait à travers des millions de personnes dans les associations, dans les ONG, dans les initiatives à la base, qui sont porteuses, ces initiatives, du changement de culture en cours. Je disais que je suis dans l'écologie depuis longtemps, mais ça n'est plus du tout comme avant, ce n'est plus du tout comme il y a 3 ans. Il y a maintenant vraiment, je pense, dans notre propre pays, une majorité de gens qui ressentent à peu près ce que nous ressentons. Je voyais un sondage hier sur la bio. Enfin, on a été nuls en France sur la bio. On a tout fait pour qu'il n'y ait pas de bio. 95% des Français en veulent. C'est extraordinaire, c'est des chiffres extraordinaires. Ça aurait été 40% il y a 3 ans. Donc il y a ça. Et ça va nous permettre de passer. Et puis, il y a le fait que pour passer, ça ne sera pas facile. On définit dans la tradition hébraïque l'Apocalypse comme la conjonction de 2 séries de catastrophes. L'une série de catastrophes touche les éléments naturels, ce sont des catastrophes naturelles, et l'autre touche les sociétés humaines. Alors nous sommes un peu dans cette perspective. Il y a à la fois les catastrophes écologiques et les catastrophes économiques. Serions-nous face à une apocalypse? Probablement oui, mais comme l'ont été les hommes de tout temps. L'homme du XIVe siècle, il avait la guerre de 100 ans, il avait une famine épouvantable et la peste. Et pour lui, c'était l'apocalypse. Il y a 30 ans, l'apocalypse, c'était la guerre nucléaire. Il y en a toujours eu devant nous. Mais quand on se réfère alors aux textes que nous partageons tous et qui font à la fois notre bonheur et notre fierté, c'est-à-dire les textes sacrés, eh bien, il y a quelque chose après. Et après, il y a ce que notre ami a appelé, mais si magnifiquement, la tendresse de Dieu. Alors cette tendresse, c'est que nous aurons des cieux nouveaux, et alors ça c'est très particulier au christianisme, aussi à l'islam d'ailleurs, et une terre nouvelle. Une terre nouvelle. Nous ne serons pas désincarnés dans une éternité sans nature et sans terre. Nous sommes censés ressusciter avec notre corps, la résurrection de la chair, et la terre sera renouvelée. Et alors je vous renvoie à Isaïe où il y a un texte somptueux où le petit enfant pourra alors mettre sans danger la main dans le trou du cobra. Et Saint François d'Assise est notre patron commun, et c'est le patron de l'écologie. Il a réussi 3 choses. Il aimait la nature, premièrement. Deuxièmement, il était non violent. Il a essayé de dialoguer avec le sultan à l'époque des croisades. Il est le seul à avoir fait ça. Et troisièmement, il était sobre. Il était sobre, non violent et écologiste. Eh bien voilà, tout finit bien. Merci. Merci. Donc, Merci, j'ai bien conscience qu'on n'a pas répondu à toutes vos questions, mais j'ai aussi conscience que la journée ne fait que commencer, qu'il y aura aussi tous les ateliers, il y aura un déjeuner. C'est vrai qu'on a été beaucoup, on va dire, dans le penser global, mais il y aura aussi, je pense, cet après-midi des ateliers pour être plus dans l'agir local. Donc voilà, gardez vos questions, gardez vos envies et surtout continuez à être ce que vous êtes. Et merci aux 3 intervenants.